Cap Intégrité, le podcast de l'Agence française anticorruption. Bonjour, c'est Gilles Allais. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce podcast de l'AFA dédié aux professionnels de la conformité anticorruption. Ravi et impatient de partager avec l'agent que je vais rencontrer toutes les questions qui me sont venues au sujet des conflits d'intérêts. Voilà, j'entre tout juste dans les locaux de l'AFA à Paris. Ces questions sur les conflits d'intérêts, elles découlent d'un témoignage que vous allez écouter le temps que je rejoigne Maud Vigneault. Salut papa, c'est Enzo. Salut mon fils, comment ça va ? Ah super bien, merci. Tiens, tu vas rire. Mon boss m'a chargé de travailler sur une proposition commerciale qu'on doit rendre rapidement à l'un de nos clients. Et alors ? Eh bien le client, c'est ton administration. Alors comme tu bosses au service achat, je me suis dit que c'était top. On va peut-être avoir la chance de travailler ensemble. Bonjour Maud Vigneault. Bonjour Gilles. Vous êtes chargé de secteur au sein du département de l'appui aux acteurs économiques. Alors à l'écoute de cette conversation téléphonique, je me suis demandé si on n'était pas là face à un risque de conflit d'intérêts assez caractéristique. Et c'est pour cela que je suis venu vous voir. Question simple, Maud, comment peut-on définir le conflit d'intérêts ? Alors, question simple, pas tant que ça. Déjà parce que pour le secteur privé, il n'existe pas de définition légale du conflit d'intérêts, mais on peut se référer à la définition qui en est donnée pour les agents du secteur public, qui dépend de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui définit le conflit d'intérêts comme une situation d'interférence entre, d'une part, la fonction exercée au sein d'une entreprise et d'autre part, un intérêt personnel, de sorte que cette interférence influence ou paraisse influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction pour le compte de cette entreprise. Alors en français facile et appliqué à l'entreprise, comment ça se traduit en pratique ? Alors prenons un exemple. Un responsable RH chargé du recrutement ayant un lien de parenté avec un candidat à un poste est en situation de conflit d'intérêt. Comme vous le voyez, l'intérêt personnel peut varier, tant par sa nature, qui peut être familiale, amicale, économique, politique, que par sa temporalité, puisque cet intérêt peut être passé, présent ou futur. Il peut aussi concerner directement la personne ou la concerner indirectement via l'un de ses proches, par exemple. Sur l'exemple que je viens d'évoquer, l'intérêt personnel est de nature familiale. Il concerne directement le responsable RH et sa temporalité est actuelle, puisqu'il s'agit d'un lien de parenté. Alors, évidemment, il n'est pas interdit pour les personnes d'avoir des intérêts personnels. C'est même naturel, ça fait partie de la vie de chacun. Mais ces intérêts ne doivent pas influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leur fonction. Si je reviens à la conversation téléphonique entre Enzo et son père, le conflit d'intérêts semble donc tout à fait caractérisé. Complètement, effectivement. Le père d'Enzo a un lien d'intérêt direct, de nature familiale, et qui est toujours d'actualité. De même pour Enzo. Dans ce cas précis, l'administration dans laquelle le père d'Enzo est affecté et l'entreprise qui emploie Enzo devront donc gérer ce conflit d'intérêt patent. Les situations de conflit d'intérêts peuvent donc se présenter dans le secteur privé comme dans le secteur public, et dans le cas d'Enzo et son père, les deux secteurs sont impliqués. Mais quels sont les risques et les conséquences pour l'entreprise ? Pour une entreprise, l'existence d'un conflit d'intérêts n'est pas en soi une infraction pénale, j'insiste sur ce point. Mais attention, elle peut en constituer les prémices, notamment en conduisant l'entreprise, son dirigeant ou un salarié à être poursuivi pour corruption ou trafic d'influence. Du point de vue du risque pénal, il faut distinguer deux cas. Le premier n'implique aucun acteur public, il ne concerne que des acteurs privés au sens strict. C'est par exemple le cas d'un acheteur d'une entreprise A qui accorde un marché à une entreprise B, qui n'est pas celle qui propose la meilleure prestation, mais qui est celle qui s'est engagée à embaucher la fille de l'acheteur en tant que directrice commerciale. Donc l'acheteur fait primer son intérêt personnel sur celui de son entreprise, l'embauche de sa fille plutôt que la prestation la plus qualitative. Il peut donc être poursuivi pour corruption privée. Je comprends mieux les risques de corruption pour deux entreprises entre elles. Est-ce qu'une entreprise peut être concernée également pour des éventuels conflits d'intérêts dans ses liens avec le secteur public ? Oui, tout à fait. Ça correspond au deuxième cas. Une entreprise qui est en lien avec un acteur public. Donc si on reprend l'exemple d'Enzo, celui-ci pourrait être poursuivi pour trafic d'influence passif et son entreprise pour trafic d'influence actif. Le procureur pourrait en effet considérer que l'entreprise qui emploie Enzo le rémunère pour qu'il se serve de son influence auprès de son père. Si en plus Enzo donne un avantage quelconque à son père, disons un cadeau ou une invitation que son père accepte, Enzo pourrait être poursuivi pour corruption active, que son père accepte ou non ce cadeau d'ailleurs. Et dans l'hypothèse où celui-ci l'a accepté, il pourrait être poursuivi pour corruption passive, il serait alors le corrompu. Mais tous les conflits d'intérêts ne conduisent pas à de la corruption ou du trafic d'influence.
Ces infractions supposent effectivement la réalisation d'un certain nombre d'actes positifs. User de son influence pour obtenir une décision, proposer un cadeau dans le cas de la corruption active, l'accepter dans le cas de la corruption passive, etc. D'autres infractions pourraient viser le père d'Enzo, je pense, comme le délit de prise illégale d'intérêt ou le délit de favoritisme. Et par ricochet, Enzo et son entreprise. S'ils ne peuvent pas être les auteurs de ces délits, Enzo et son entreprise peuvent en être les complices, les receleurs ou les blanchisseurs. Alors là, il me faut un exemple pour bien comprendre. Alors, laissons de côté Enzo et son père un moment pour prendre un autre exemple. Un ancien fonctionnaire qui rejoindrait, moins de 3 ans après avoir quitté son poste, une société privée dont il assurait le contrôle, il pourrait être coupable de prise illégale d'intérêt. Dans le langage commun, on parle de délit de pantouflage. Un agent de l'AFA qui rejoindrait une entreprise qu'il avait la charge de contrôler, par exemple. Excellent exemple, tout à fait. Dans cette situation, l'entreprise pourrait être poursuivie pour complicité si elle avait connaissance de cette ancienne fonction et a quand même accepté la candidature, puisqu'elle aurait ainsi facilité la commission de l'infraction. On voit bien à travers cet exemple qu'il n'est pas nécessaire que le lien d'intérêt susceptible de constituer un conflit soit passé ou présent. Il peut être futur. Autre exemple, Maude ? L'administrateur d'un établissement public, prenons un musée, qui participe à une décision attribuant un marché public à une société dont il est actionnaire et gérant de fait. Par exemple, une société de sécurité privée qui s'occupe de la gestion du musée. Peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Prévenir les conflits d'intérêts permet de mieux maîtriser les risques d'infraction pénale auxquels l'entreprise pourrait être exposée. C'est vraiment ce qu'il est important de retenir. Mais aussi, ça permet de mieux maîtriser les conséquences qui peuvent être juridiques, économiques ou financières, voire entacher la réputation de l'entreprise, à une époque où on sait que l'image d'une entreprise est pour elle un actif économique précieux. Dans le cas du père d'Enzo, si celui-ci n'informe pas son administration de son conflit d'intérêts et ne se déporte pas du dossier, il pourrait être poursuivi pour délit de prise illégale d'intérêts. Et cette situation pourrait aussi conduire à un délit de favoritisme si le père d'Enzo procurait, ou tentait de procurer, un avantage injustifié à l'entreprise de son fils par un acte contraire aux règles de la commande publique. Je pense par exemple à informer son fils des spécifications techniques du marché avant les autres soumissionnaires, ou en adaptant le cahier des charges pour s'assurer que seule l'entreprise de son fils serait à même d'y répondre. Alors maintenant qu'on sait ce qu'on risque, comment on identifie le risque dans l'entreprise ? L'entreprise peut s'appuyer sur une cartographie des risques, notamment la cartographie des risques de corruption, dans laquelle elle peut répertorier les situations à risque. En complément, elle peut aussi s'appuyer sur les déclarations volontaires des dirigeants et des salariés de leurs liens d'intérêt ou conflits potentiels. Elle devra alors en tenir compte, les analyser pour identifier et gérer les cas éventuellement problématiques. Il est aussi important de consigner ces déclarations pour en garder une trace dans un registre dédié et sécurisé qui aurait été mis en place en interne préalablement. Typiquement, Enzo devrait dire à son employeur que son père travaille pour le service achat de l'administration qui passe le marché pour lequel Enzo est en train de préparer l'offre. Tout à fait. Et l'entreprise pourra prendre en toute connaissance de cause la décision la plus appropriée pour éviter le risque de conflit d'intérêts dans ce dossier. Déport, contrôle hiérarchique. Le père d'Enzo, en tant qu'agent public, lui, a l'obligation depuis une loi de 2013 de faire cesser cette situation de conflit d'intérêts. Il conviendrait qu'il en informe son administration afin que celle-ci mette en place, par exemple, un déport du processus d'instruction et de décision concernant ce marché. D'ailleurs, Maud, est-ce que les entreprises sont obligées de prendre des mesures pour gérer les conflits d'intérêts ? Pas toutes les entreprises, non. Mais certains secteurs d'activité sont effectivement concernés par des lois imposant des mesures de prévention des conflits d'intérêts. Par exemple, dans le secteur de la santé, les professionnels participant aux missions d'expertise sanitaire des autorités publiques ont l'obligation de publier leurs liens d'intérêt avec les entreprises du médicament. Et ces dernières sont, elles, tenues de déclarer les relations entretenues avec tous les professionnels de santé avec lesquels elles travaillent, qu'il s'agisse des conventions signées, des rémunérations versées ou des avantages consentis. Au-delà des activités au sein desquelles la gestion des conflits d'intérêts est réglementée, toutes les entreprises peuvent mettre en place volontairement des mesures de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Celles-ci dépendront à la fois du niveau de risque de l'entreprise, mais aussi de ses particularités. Et au-delà de la cartographie des risques, quelles sont les mesures de prévention que les entreprises peuvent mettre en œuvre ? En premier lieu, l'entreprise peut définir et formaliser une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. C'est souvent ce qu'elles font. Et l'inscrire dans le règlement intérieur pour qu'elle soit opposable aux salariés. Elle peut aussi reprendre les grands principes de cette politique dans son code de conduite anticorruption, qui est destiné donc à définir et illustrer les différents types de comportements à proscrire car susceptibles de caractériser des faits de corruption. On peut aussi évoquer une mesure organisationnelle de prévention qui consiste à appliquer le principe de séparation des tâches, c'est-à-dire confier à des personnes différentes les étapes d'instruction et de validation d'une décision. Par exemple, si une entreprise souhaite réaliser une opération de mécénat, disons en faveur d'associations de protection de l'environnement, la personne en charge de la sélection des associations et de l'instruction des dossiers ne sera pas la même que celle qui valide les opérations de financement.
Par ailleurs, l'entreprise peut aussi choisir de renforcer la collégialité de la prise de décision pour diluer ce type de risque, en accentuant notamment le contrôle collectif des décisions prises. Si on reprend l'exemple précédent, ce ne serait pas une seule personne qui déciderait des opérations de mécénat, mais un comité dédié, réunissant plusieurs personnes ayant les compétences nécessaires, évidemment. Organiser la séparation des tâches ou le principe de collégialité suppose, en amont, pour être efficace, un encadrement formalisé, prévu dans les politiques et les procédures, qui doivent être suivis par l'ensemble des membres de l'entreprise. Identifier, cartographier, prévenir les risques, j'imagine, Maud, qu'il faut aussi embarquer les dirigeants et les salariés dans cette démarche. Évidemment, parce que la détection d'éventuelles situations de conflit d'intérêts repose principalement sur eux. Donc il est nécessaire de les sensibiliser à la fois à leurs propres risques, mais aussi aux risques pour l'entreprise, et de les inciter à déclarer leurs éventuels conflits. Dans cette perspective, l'entreprise peut désigner un référent et mettre en place des outils d'auto-évaluation et de déclaration des conflits d'intérêts, dans le respect bien sûr des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée et des données personnelles. Elle peut aussi étendre sa vigilance à ses partenaires en les sensibilisant ou en insérant dans ses contrats une clause de déclaration des conflits d'intérêts. Et quand une situation de conflit d'intérêts est portée à la connaissance de l'entreprise ? Bien sûr, il faut réagir en mettant en place des mesures de remédiation. Par exemple, et sans être exhaustive, en renforçant le contrôle hiérarchique sur la décision à laquelle participe la personne en situation de conflit d'intérêts, en demandant à celle-ci de mettre fin à la situation de conflit, ou encore en prévoyant une procédure de déport consistant à confier la tâche à un autre collaborateur. Une gestion au cas par cas reste nécessaire pour que l'entreprise adopte la mesure la plus adéquate et la plus adaptée à la remédiation de la situation. Merci Maud Vigneault, j'y vois maintenant beaucoup plus clair et vous qui nous écoutez également, j'imagine. Mais si vous avez des questions précises liées à des situations concrètes que vous rencontrez, vous pouvez interroger les chargés d'appui aux acteurs économiques de l'Agence française anticorruption. Vous leur écrivez à l'adresse suivante afa@afa.gouv.fr. Je vous encourage aussi à télécharger le guide pratique consacré à la prévention des conflits d'intérêts dans l'entreprise, publié en 2021. Il est disponible gratuitement sur le site agence-française-anticorruption.gouv.fr. N'hésitez pas à partager et à commenter ce podcast. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la compliance, la fonction conformité. À très bientôt. Cap Intégrité, le podcast de l'Agence française anticorruption.